Aujourd'hui, on va parler de personnalité, puis de l'importance que ça a dans tout un processus de relève. La personnalité est un enjeu clé, à la fois pour les fondateurs et pour les relèves. Alors aujourd'hui, j'espère que, on va partager l'écran, on va présenter les outils qu'on utilise, nous, en relève, pour être meilleurs du point de vue de la compréhension de la dynamique qui s'installe dans le processus de relève. Alors, si tu es d'accord, on commence comme ça? On partage l'écran? Vas-y, ma Suzanne. Qu'est-ce que c'est la personnalité? Alors, je te laisse commencer. La personnalité, je vais commencer par introduire le fait que je trouve que quand on démarre un processus de relève, je trouve que partir par la personnalité, ça nous amène rapidement à des résultats. Alors, bon, souvent, les gens vont commencer par des aspects financiers, mais je pense qu'en concomitance ensemble, la personnalité va nous dévoiler énormément d'informations en peu de temps. Alors, d'où vient la personnalité? Faut arrêter de se raconter des histoires là, que les gens vont changer, vont s'adapter, il faudrait qu'ils comprennent. J'ai entendu ça des milliers de fois. Alors, à la naissance, on a environ 70% de la personnalité. Je dis environ. Okay? Donc, puis ça fait partie de 30% du bonheur au travail. Donc, ça a un impact fondamental, la personnalité, sur l'entrepreneurship, la capacité de prendre des risques, le leadership, sur la capacité d'innovation. Donc, il y a énormément de paramètres qu'on peut évaluer à partir de la personnalité. Donc, nous, Suzanne, je pense que ce n'était pas ton premier outil. Moi, je suis à mon 3e outil dans ma pratique. On va parler d'expérience MPO, qui est un outil québécois en passant, qui est un questionnaire de 15 minutes. On en retire 3 rapports sur une plateforme, la personnalité, la communication, talent, c'est-à-dire les compétences, la probabilité de développer une compétence à partir de la personnalité. Et on a 2 bases de données. On est des Québécois en Amérique du Nord, donc on a une base francophone et on a une base anglophone. Ce n'est pas une traduction. Alors, et on pourrait ajouter qu'il y a des questionnaires en arabe parce que j'ai vécu au Maroc et j'ai des clients au Maroc, en espagnol, en anglais et en français. Puis le profil qu'on utilise, le MPO, c'est une synthèse de plusieurs sortes de profils. Puis il y a toujours des éléments importants, des éléments, il y en a 7 dans lesquels on va analyser dans le MPO. Mais pour avoir fait des profils, moi, de style de leadership, des in-basket, toutes sortes d'outils sur les communications. Oui. Celui-là nous permet de faire le tour rapidement, puis de statuer sur des différents indices qu'on trouve primordiaux quand on veut travailler avec des relèves. Et là, dans ce temps-là, on fait passer le profil à différentes personnes. Du moment qu'on a une relève et un fondateur, on fait passer les 2 générations pour que ça nous donne une bonne idée de qui on a affaire. On n'a pas 15 heures où on n'a pas 3 ans pour les regarder côtoyer, là, puis comment ça se passe dans les rencontres. Mais ça nous donne tout de suite un indice sur où on va s'en aller avec cette équipe-là, puis comment on va s'y prendre. Alors, la présentation d'aujourd'hui, on va vous montrer les 7 indices, on va vous donner des exemples, puis c'est comme ça qu'on va vous amener dans le processus pour que vous puissiez comprendre l'importance d'un profil psychométrique là, pour faire de la relève. Alors, on n'est pas des psychologues, Suzanne, on n'est pas des psychologues, on est des conseillers en transmission d'entreprise. Et un bon exemple facile, on est à notre 7e capsule, voyez l'énergie de Suzanne et la mienne, vous allez voir qu'on a des énergies complètement différentes. Donc, on a des personnalités à l'opposé, Suzanne et moi. Donc, moi, j'ai une personnalité qui est de développement des affaires, d'entrepreneur. Hein? Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais moi-même dans ma personnalité. Tandis que Suzanne est beaucoup plus calme, avez-vous remarqué? Elle est beaucoup plus posée, plus calme, plus analytique, plus séquentielle. Elle a un profil de spécialiste. Donc, juste à nous entendre sur nos capsules, vous êtes capable de voir, on est 2 spécialistes avec 2 personnalités complètement différentes. Et je ne sais pas toi, Suzanne, mais moi, ça fait 20 ans que je pratique. Et je vous dirais que les 5 dernières années, j'ai beaucoup moins de patience. Je ne suis pas un profil patient. Alors, en débutant par la personnalité, je sauve des mois, des années à mon client et aussi des milliers de dollars en lui disant simplement, as-tu le bon cheval, oui ou non? Mais en fait, Nathalie, on n'est pas psychologue, on use de psychologie. Ah Nous, oui. pas psychologue. Alors, tu sais, c'est vraiment ça. Alors là, on va présenter tout de suite les critères. Les 7 besoins motivationnels. Le premier,
c'est l'originalité de pensée. Vas-y, Nathalie, avec l'originalité Bon, de pensée. alors, les besoins motivationnels, c'est des motifs d'action. OK? Donc, un besoin motivationnel, c'est parce que ça répond à un besoin. Il faut que vous sachiez que les gens, ils n'agissent pas contre vous, ils agissent pour eux. Alors, c'est un outil qui mesure 7 besoins motivationnels. On a les 2 premiers facteurs qui sont les facteurs d'originalité de pensée, de spontanéité émotionnelle. Ces 2 premiers facteurs-là, ça mesure le contexte, c'est-à-dire comment la personne réagit par rapport à son environnement. On ne mettra pas, Suzanne, les besoins subséquents. Les besoins subséquents, ça mesure les motifs d'action. Alors, on va commencer par les 2 premiers. L'originalité de pensée, pourquoi j'ai mis en rose, OK? Le besoin se décline à sa droite. Donc, l'originalité de pensée, je l'ai mis en rose parce que souvent, on va trouver chez les chefs d'entreprise et les relèves, on va chercher un critère où les gens vont être dans l'innovation, OK? Parce que s'ils sont pas dans, ils se réinventent pas, ils se contentent du statu quo qui est le pragmatisme, comment ils vont innover? C'est qu'à un moment donné, l'idée va être désuète. Et là, finalement, on va se laisser dépasser par le marché. Donc, l'originalité de pensée est importante. Il y a beaucoup dans l'originalité de pensée aussi le fait que ces gens-là sont en mode de résolution de problèmes. Tout à fait. Oui, puis c'est des gens, l'originalité de pensée, ça amène toute l'amélioration continue. Toujours essayer de faire mieux. OK? Pas juste une idée. Optimiser également. Penser à côté de la boîte. OK? Le deuxième facteur, ça veut dire que la personne, stabilité émotionnelle par rapport à spontanéité émotionnelle. C'est-à-dire que là, on va avoir des gens qui sont plus dans la logique. OK? En général, on va avoir aussi parfois des chefs d'entreprise qui sont très émotifs, mais souvent, la stabilité émotionnelle, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des faits, des preuves, ça amène quelqu'un qui est beaucoup plus rationnel. OK? Bon, quand on a une spontanéité émotionnelle élevée, bon, ça va être des gens qui sont très empathiques, mais des fois, trop élevé, ça va donner des troubles d'humeur. Alors, on appelle ça du pétage de câble, ce n'est pas toujours gracieux dans les entreprises. Fait que ça, c'est les 2 premiers facteurs. C'est je rentre dans une pièce, c'est comment je perçois mon environnement. Maintenant, on va mettre… Dans la spontanéité émotionnelle aussi, dans la stabilité, c'est que les gens sont capables de prendre une distance par rapport à ce qu'ils vivent. Oui. Et pas prendre les choses personnellement. Parce qu'en affaires, ça peut être très blessant quand les gens se sentent toujours visés. Ils peuvent être blessés, puis là, ça prend du temps à remonter la côte quand on a été blessé. Alors, ce qui fait que quand on recherche des gens dans la relève, on espère qu'ils soient plus du côté de la stabilité émotionnelle que de la spontanéité émotionnelle. Mais dans l'équipe, ça nous en prend quand même, des gens avec une spontanéité émotionnelle. On est bien conscient, Suzanne, on va donner des généralités, mais il y a quand même du raffinement. C'est pas des critères qui sont fixés dans le béton, là. Hein? On veut juste expliquer que parfois, c'est quoi la différence de un par rapport à l'autre. OK? Alors, on commence nos facteurs d'action. Moi, j'ai fait une étude il y a quelques années avec justement MPO, qui est Mobilisation Performance Organisationnelle. 85% des chefs d'entreprise que j'avais avec de l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? L'affirmation de soi, c'est entreprendre, c'est faire valoir ses idées, c'est être autonome. Hein? Alors, des critères aussi qui vont nous donner un petit aperçu de régler des problèmes, avoir aussi la résilience. Ça peut nous donner certains éléments également. OK? Par rapport à l'harmonie, l'amabilité, c'est la coopération, la bonne entente. Alors, quand on veut entreprendre, l'assertivité, 85%, c'est les chefs. On en voit moins chez les relèves, mais… oui, puis dans l'assertivité… Ça me fatigue un peu, moi. Hein? Dans l'assertivité, il y a le fait d'aimer relever des défis constamment. Oui. Alors que dans l'amabilité, c'est que, par exemple, dans une équipe, on va avoir des gens qui sont aimables, qui vont dire « Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour atteindre les résultats qu'on veut atteindre? » Ouais. Tu sais, ils vont être dans la coopération. Alors, ça prend… Le chef d'entreprise va être entouré de gens avec beaucoup d'amabilité. Oui, il faut des gens qui aiment gagner. L'assertivité, c'est aimer gagner. Aimer entreprendre, mais aimer gagner. Alors, eux, là, non, ce n'est pas une réponse. Alors, à travers les années, j'ai vu des chefs introvertis ou extravertis. Ça dépend, je dirais, du domaine d'activité. Le domaine d'activité a beaucoup d'impact. Alors, est-ce que c'est un ou l'autre? C'est un et l'autre. Alors, on a de tous les… l'introversion, ça va être quelqu'un qui va être plus technique, OK? Puis qui aime réfléchir pour se faire une idée, tandis que l'extraversion, ben lui, il a besoin de relations, mais aussi, comme Suzanne et moi, on trouve des réponses en parlant.
Oui, c'est ça. Ben là, tu vois, les extrovertis vont avoir une capacité de convaincre les gens de les suivre dans leurs aventures. Oui, Les oui, introvertis vont leur expliquer comment ils devraient les suivre dans leurs aventures. Tu sais. Mais ça fait c'est les deux font l'affaire, en oui. autant qu'ils soient décidés. Bon, le P, ça s'appelle la pondération. Ça, c'est le rythme de la personne. C'est très, très, très important. Ça veut dire pression, ça veut dire multitâche, ça veut dire proactif, ça veut dire changement. Hein? Alors, mais moi, j'aime beaucoup le côté proactivité. Par rapport à pondération, ça va être des gens qui sont beaucoup plus calmes, qui sont plus monophasiques, qui sont plus moyen-long terme, tandis que pression veut dire urgence. OK? Je peux vous dire que j'ai un fils, moi, dans une haute pondération monophasique, et moi, je suis dans la pression. Parfois, je dois vraiment modérer mes transports parce que moi, je suis prête hier, puis lui, il va être prêt dans une semaine. Vous voyez un peu le genre, là? Mais en Alors, fait, moi, je parle beaucoup avec images, mais je pense que ça peut permettre de saisir mieux la dans la réalité. pondération et la pression, c'est dans le besoin motivationnel en dessous de ça aussi, il y a le fait que Oui, quelqu'un qui est plus pondéré, il va faire une chose dans sa journée puis il va être satisfait. Tandis que quelqu'un qui obéit à la pression, il va avoir l'impression d'avoir perdu sa journée s'il a fait qu'une chose. Alors, oui, le propre d'un entrepreneur, c'est de régler des problèmes. Ils sont oui. habitués de se faire interrompre. Alors, c'est plus facile quand ils sont qui aiment la pression parce que ça va être dans leur mode de vie comme ça tous Oui. les jours. Mais ça va avoir aussi, pardon, Suzanne, mais ça va avoir un impact important sur l'équipe parce que quand on n'est pas au même rythme, le tempo n'est pas pareil, ça se sent. Et ça crée parfois des situations où les gens se sentent vraiment pressurisés, mais l'autre trouve qu'il va pas assez vite. Fait que ça amène des des tensions. conflits. Ben oui, quand c'est pas compris. Tu comprends? Quand les gens sont dans l'inconscience, c'est là que ça fait des dégâts. Mais si on le sait, fondamentalement, on peut s'ajuster. Parfait. Mm-hmm. Bon, le dernier besoin d'action, les 4 facteurs qu'on a vus, là, A, E, P, S, ce sont des facteurs d'action. OK? Donc, comment on manifeste l'action par rapport à l'environnement ou les situations? Alors, il y a des gens qui sont orientés sur la liberté, puis il y a des gens sur la structure. Bon, la structure, c'est le besoin qui est mesuré en passant. C'est des gens qui vont se conformer. Alors, conformer, qui ont besoin de se faire dire qu'est-ce qu'on s'attend d'eux, comment ça va fonctionner. C'est beaucoup le comment ça fonctionne. Alors, par rapport à la liberté, moi, je suis quelqu'un de liberté. OK? J'aime pas qu'on me dise quoi faire, comment le faire, puis quand le faire. Donc, je suis un être, je fais partie des déviants. Un chef, c'est un déviant qui n'accepte pas les règles des autres, qui décide de faire les siennes. On va voir beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans la liberté. Rares sont ceux dans des structures qui sont très, 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 très élevées. OK? Pourquoi? Parce que justement, le chef s'est parti en affaires parce qu'il ne voulait pas subir les règles des autres. Mm-hmm. Ouais. Mais on en a des fois très structurés. Oui. Et là, ça veut dire qu'ils disent à leurs ouailles, tu dois faire ceci. Alors, c'est difficile pour les relèves de prendre leur place parce que Oui. le fondateur va dire, aujourd'hui, tu vas respirer par la narine gauche, tellement ils sont décidés de dire comment ça va se faire les choses. Oui, c'est ça, ça fait du micromanagement, ça ne délègue pas. Mm-hmm. OK? Et le dernier, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, l'adaptabilité, c'est important, c'est notre capacité à s'adapter à des nouvelles personnes, à des nouvelles situations, c'est l'ouverture au changement. Hein? Alors, on appelle ça soit la constance, ou c'est-à-dire constance, ça veut dire qu'on est très authentique à son profil. C'est plus difficile également de s'adapter par rapport à l'adaptabilité où on est très flexible. Alors, c'est ça le besoin motivationnel-là. On est plus que ça, les humains, OK? Mais c'est une couche de l'oignon, parce qu'on est comme des oignons. Mais en milieu organisationnel, c'est suffisant pour se faire une idée sur une personne. Alors, MPO mesure ces dimensions-là. D'accord. Alors, dans le processus, on va faire en sorte, je pense qu'on va aborder ce petit point-là, puis après ça, on va faire une nouvelle capsule. Mais l'idée, c'est qu'il faut établir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on recherche dans notre poste pour prendre la relève. Alors, on peut avoir une relève au niveau des finances, on peut avoir une relève à la direction d'entreprise, mais il faut décider quelle sorte de cible on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche au niveau de la personnalité et des compétences? Alors, dans le premier, explique pour la personnalité. Bien, écoutez, on a parfois des cas difficiles. C'est souvent quand on est interpellé, c'est pas parce que c'est facile. Alors, parfois, le fait d'avoir utilisé la psychométrie, ça nous permet
de faire prendre conscience d'une façon scientifique, bien sûr, et à la relève et au chef, que la personne n'est pas la bonne. Fait que pour savoir que ce n'est pas la bonne, la meilleure façon, c'est de se dire qu'est-ce qu'on cherche. Alors, en faisant une cible, ça nous permet d'avoir une meilleure conversation. Moi, c'est pour ça que j'utilise toujours une cible, c'est parce que ça met de l'objectivité, du rationnel dans de la prise de décision. Qu'est-ce que je cherche? Ben voilà. Est-ce que je commence par définir deux choses? À partir des responsabilités, est-ce que je vais avoir un directeur général ou si je vais avoir un directeur financier? Est-ce que je vais avoir une relève ou plusieurs relèves, une équipe d'associés? Alors, on va déterminer les 7 besoins motivationnels, dont la personnalité. On va y ajouter, une autre série d'informations qui s'appelle des compétences. L'outil me permet de sortir 2 types de rapports. Donc, je vais aller sélectionner avec le chef par rapport au poste occupé, à la fonction. On va aller chercher entre 8 et 12 compétences. Donc, NPO permet de mesurer la probabilité de développer une compétence à partir de sa propre personnalité. Alors, si vous voulez faire quelqu'un de technique avec moi, alors ça va permettre de dire, bon, directeur financier, je peux vous dire tout de suite que je vais avoir un résultat assez faible dans certaines compétences. Pourquoi? Parce que ce n'est vraiment pas dans ma nature. Moi, je suis une développeuse d'affaires, je ne suis pas quelqu'un dans les détails. OK? Donc, on a établi notre cible, qu'on a fait valider, parfait, au niveau de personnalité et compétences. On va passer à l'autre étape. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer le résultat. Vous voyez ici à gauche, là, quels sont les écarts? À gauche, c'est ma cible. Mais vous avez juste à regarder François Tremblay à droite. OK? François, ce pauvre lui, il y a juste 1 en concordance. On voit le chiffre 1. Ça veut dire que ce qu'on cherchait, regardez graphiquement, le graphique de ce qu'on cherche par rapport à la personne, on analyse de concordance de 1 à 5. OK? Alors, moi, comme analyste, je n'ai même pas besoin de vérifier si François Tremblay a une cible pour savoir que François Tremblay, avec le profil qu'il a, il y a une affirmation de soi à 0. Ça veut dire entreprendre, faire valoir ses idées, pour lui, ce n'est pas important. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'harmonie, de la coopération. Il y a un profil d'exécutant, donc François Tremblay, mais l'outil me permet de faire une concordance et de faire la démonstration pourquoi. OK? Ce qui est intéressant comme ça, c'est qu'on peut arriver avec des arguments sans démolir la personne pour dire « tu vas être malheureux dans ce poste-là ». C'est tout ça qu'on cherche. Et là, ça amène, au lieu de gérer les individus, on gère le principe et on fait attention aux individus qui vivent dans le processus. Oui, parce que, Suzanne, souvent, on est confronté aux attentes qui ont été créées. Alors, il n'y a rien de pire que de décevoir des gens. Alors, une fois, donc, les gens vont perdurer dans des situations inconfortables parce qu'ils ont créé des attentes. Et c'est difficile de dire aux gens, finalement, on ne choisira pas. Alors, il y a cette façon de travailler-là, si on passe à l'étape 3, est cruciale. Et c'est là que ça demande quelqu'un. On a aussi, excusez-nous, on n'a pas mis notre concordance par rapport aux compétences, mais on voit également, vous voyez les ronds, les ovales rouges. La personne, son petit chiffre, là, regardons juste confiance en soi, la personne est dans la zone rouge. C'est-à-dire la zone rouge, c'est ce qu'on recherchait, et le fait que ce soit rouge, c'est qu'elle ne l'a pas atteint parce qu'elle est juste à 1. OK? Alors, ça aussi, ça nous permet d'avoir non seulement la personnalité, mais la probabilité qu'elle développe la compétence qu'on recherche, elle est très faible. Ouais. Alors, on peut donner de la formation, mais moi, je dis souvent, c'est comme tirer votre argent par terre, ça ne donne rien. Là, la clé du succès est là, le feedback individuel. C'est-à-dire qu'on va à 1, OK? L'analyste qui est nous, on est des spécialistes, on va expliquer à la personne, on va lui donner un feedback. Donc, NPO mesure 2 dimensions. Vous voyez, il y a 2 graphiques, un sur l'autre. Ce n'est pas la cible, celui d'en bas. C'est ce qu'on appelle le comportement en poste. C'est-à-dire, celui d'en haut mesure la personnalité cristallisée autour de 20 ans, parce qu'elle se cristallise autour de 20 ans. Et le graphique du bas, c'est la perception qu'a l'individu de ce qu'on s'attend d'elle. On appelle ça un comportement en poste. Vous regardez, là, il est miroir. Ça veut dire que la personne, là, quand on est miroir comme ça lui demande un effort, mais incroyable. Oups, j'avais mis, excusez-moi, l'alarme. Alors, ici, tout de suite, on explique à la personne comment elle se sent et elle nous donne du feedback. Parce qu'il y a juste la personne qui peut nous dire qu'est-ce qu'elle vit. Et la même chose va se répercuter
sur le développement des compétences. Ça veut dire qu'on peut avoir une conversation qui va durer autour de 2 heures avec une personne pour élever son niveau de connaissance de soi, de lui faire prendre conscience que sans doute, ce qu'on s'attend d'elle et la pression qu'elle se met sur cette personne-là va finir par lui peser. Ça peut, dans certains cas, aller jusqu'à un burn-out. Alors, ça nous permet aussi d'avoir éventuellement, si on a des relèves qui doivent quitter une entreprise, d'avoir un climat de paix et d'harmonie. La personne, elle comprend maintenant qu'il faut qu'elle choisisse elle. Hein? Tout à fait, c'est vrai. Alors, et le chef, on permet de gérer les attentes qui ont été créées. Maintenant, là, on va faire partie d'une équipe, hein, Suzanne? Oui, tout à fait. Alors, c'est important de vérifier dans oui. Si on a de tous les styles, puis selon les postes, une fois qu'on a dit, qu'on a ciblé, par exemple, Jocelyn Trudel devrait faire partie de la direction, mais déjà, on a pas mal de critères qui remplissent bien. Il y a son assertivité, tout est là. Il y en a quelques-uns dans ceux qui vont pouvoir, comme Sylvie Leprohan pourrait aussi faire partie de l'équipe, mais elle va être plus directionnelle parce que si on a besoin de structure, vous avez le S est très élevé. Fait qu'on peut analyser puis faire en sorte de partager entre les gens de l'équipe qu'est-ce que c'est qui est intéressant. Il y en a qu'on ne voudra pas avoir. Par exemple, la jeune fille qui s'appelle Chelsea, elle, c'est une jeune fille qui est dans la coopération. Fait qu'on ne veut pas la nommer, elle n'aimera pas ça être en charge. Elle va pouvoir aider, mais elle n'aimera pas être en charge de toutes ces choses-là. Alors, ça nous permet de faire le tour de l'équipe et de vérifier les zones de force, les zones de stress, les zones où on doit travailler avec toute l'équipe. Et j'ai récemment, parce que Suzanne et moi, on est des spécialistes de cet outil-là, ça fait que on est appelés à évaluer des équipes de direction, des équipes d'associés. Et il n'y a pas longtemps, mon chef, beaucoup de chefs, des fois, ne veulent pas se révéler. Il me dit, oui, mais moi, je ne voulais pas le passer. Fait que là, je me suis mis à rire et puis j'ai dit, comment vais-je savoir le trou que tu vas créer quand tu vas être parti? Et tout ton leadership, il vient de ta personnalité. Alors, moi, là, je peux faire un diagnostic de 3 semaines, mais je peux avoir la réponse dans 15 minutes. Fait que j'aimerais mieux l'avoir dans 15 minutes. Fait que le mec s'est mis à rire. Et quand je suis allée donner le feedback de son équipe de direction, et là, il a compris vraiment comment lui fonctionnait, puis les irritants qu'il y avait dans son équipe de direction, et puis qui il allait donner des promotions et qui n'en aurait pas des promotions. Alors, et ça lui a donné une clarté. J'ai nourri son processus décisionnel finalement parce que c'est pas nous qui allons gérer l'entreprise. Hein. On nourrit le processus décisionnel pour que le chef, les actionnaires et même des fois les comités de direction soient capables de prendre des décisions éclairées sur des promotions horizontales, latérales. C'est pas important la promotion parce que souvent, on va avoir un très bon technicien. Hein? On va lui donner une promotion et il va devenir le pire élément de l'entreprise. Un bon vendeur ne fait pas un bon directeur des ventes en passant. Okay? Exact. Alors, Nathalie, il faut voir ça dans son ensemble. Oui, on va arrêter ici notre partage d'écran pour conclure cette partie-là de notre présentation sur la personnalité. On pourra développer dans un deuxième temps les différences entre la génération, ce qu'on cherche chez le fondateur, chez ce qu'on cherche chez la relève, pour faire un tout, mais c'est notre première capsule sur la personnalité. On voulait vous présenter le modèle aujourd'hui du MPO. Vous allez pouvoir partager. Puis c'est toujours intéressant quand on travaille, de travailler sur les gens comme ça et de faire un travail en équipe. Faire une équipe, c'est de travailler en équipe aussi. Et cet outil-là nous permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de préparer le processus de relève. Ce qu'on voulait finalement, c'est vous donner un petit choc. On voulait vous saisir juste un peu. Et puis, les mandats dans lesquels je suis actuellement, là, où on m'a demandé de faire des analyses, on n'a jamais dit que c'était des fins de relève. On a dit simplement qu'on voulait observer, on voulait regarder la performance de l'équipe, mais on avait honnêtement un petit enjeu caché, c'est-à-dire on ne voulait pas, mon chef ne voulait pas créer d'attente et je l'ai vraiment incité à dire on ne dévoile pas le fait qu'on va commencer à explorer la relève. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas gérer les attentes par la suite. Mais on a passé les enfants du chef, on a passé ses directeurs et on est allé même chez les N-2 regarder c'est quoi le potentiel de développement de carrière à l'intérieur de l'entreprise. Mais on avait un petit enjeu caché qui était préparer la relève également. Donc, on n'est pas obligé de dire c'est de la relève d'entreprise dans l'actionnariat,
On peut simplement y aller par la gestion de carrière ou de la performance au niveau des équipes. On peut trouver un sujet pour justement pour ne pas avoir de gérer d'attente. Alors, si on a un conseil à donner, si vous voulez commencer doucement, commencez par les aspects avec de consolidation d'équipe, de repositionnement. Allez-y doucement par ce facteur-là et vous allez sauver. Moi, je dis toujours, on va sauver des années puis on va sauver beaucoup d'argent parce qu'après 20 ans de pratique, je trouve que c'est l'avenue la plus sexy, le chemin le plus rapide. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation-là aujourd'hui sur les profils de personnalité. Puis on se revoit dans les prochaines capsules pour élaborer encore plus en profondeur cet aspect-là des clés de la personnalité. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Suzanne. À bientôt. Au revoir.